Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui pour le mardi comme ça. Alors dans la vie de tous les jours, j'accompagne mes clients de la stratégie de communication, stratégie marketing également, jusqu'à l'élaboration et la conception de leurs outils de communication. Cette semaine, on aborde le produit, on a vu la stratégie du marketing produit hier et aujourd'hui je vous propose de voir les éléments indispensables justement à la présentation de vos produits. Et je vous proposerai jeudi pour le chronocom de décortiquer peut-être des fiches produits que j'ai réalisées pour vous expliquer un petit peu leur intérêt et d'avoir une version un petit peu démo de tout cela. Donc je vous invite à me retrouver, à me dire quand vous êtes connecté, à prendre comme moi un petit café, pourquoi pas histoire de passer le temps ensemble. On est là aussi pour passer un bon moment, quelle que soit l'heure à laquelle vous voyez ce live. J'espère en tout cas que ça vous permet de vous détendre et puis ça vous apprend aussi des trucs. C'est juste là l'objectif de mes émissions. Hop. Donc le contenu à propos de ces produits, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir se pencher. On a vu tout l'intérêt de travailler sur la présentation de ces produits. On a compris, enfin du moins je l'espère, grâce à hier, les raisons de cette stratégie et l'intérêt de cette stratégie, puisque on a différents niveaux de communication et forcément nos produits et services doivent être efficacement présentés, parce que s'il manque quelque chose, on risque malheureusement de perdre des ventes, de perdre... voilà. L'objectif d'une fiche produit, ça va être de convaincre que c'est le bon produit. Alors, j'appelle produit aussi les services, puisqu'ils sont présentés, ils sont vendus en termes comme si c'était des produits. Donc pour moi, quand je dis produit, c'est les produits et les services, bien entendu. Donc, quels sont les indispensables de présentation sur vos différents supports qui vont présenter vos produits? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je vous rappelle, et puis d'ailleurs, les produits, est-ce que vous lisez leur description? Est-ce que vous vous attardez vous-même en tant que consommateur à cette utilité et au fait justement de vous concentrer sur les informations qui vous sont données? Je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Donc je vois que le monde arrive, j'essayais de meubler un petit peu le temps que vous arriviez tout simplement parce que ça permet d'avoir de l'échange. Si vous avez des questions sur le sujet du contenu à propos de vos produits, n'hésitez pas à les mettre en commentaire tout au long du live. Le jeudi c'est plus compliqué puisque d'habitude je suis en partage d'écran, mais même cette semaine je pense qu'on pourra le faire. Je peux réagir à vos commentaires et c'est tout l'intérêt des échanges en live. Et puis si c'est en replay, je serais ravie de créer d'autres sujets, d'autres lives sur le sujet ou de vous répondre en commentaire. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Au bout de 3 minutes d'attente, tant pis pour ceux qui sont pas là. Et si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un coucou, je vous le rappelle. Les indispensables de présentation. Alors déjà, où est-ce qu'on va pouvoir mettre ces descriptifs produits? Et c'est là où je vous disais, il faut vraiment avoir une différence. La communication, par exemple, institutionnelle dont on a parlé hier, c'est celle qui va présenter l'entreprise. Donc, on ne va jamais, finalement, aller présenter de manière détaillée les informations de ces produits. On va faire ce qu'on appelle des fiches produits. Et les fiches produits, on va pouvoir les trouver sous différents formats. Ça va être du format papier pour de la présentation papier, des supports papier, on peut en faire plein. J'ai envie de vous dire qu'après, au niveau de la créativité, votre créativité va venir jouer sur le format. Il n'y a pas de fiche type. Alors après, c'est vrai que la fiche type, c'est du A4 ou un tout petit peu plus petit. Mais ça m'est arrivé, je pense à Séverine notamment, où on avait fait des plaquettes particulières qui étaient format carré. On a fait des fiches services, donc les fameuses fiches produits, mais ces produits sont des services, qui étaient bien et bien carrés. Donc ça va vraiment dépendre de votre univers de marque et de votre façon justement de procéder. Je pense notamment à une des dernières créas que j'ai faites où on avait des notices. Ces notices-là sont aussi pour moi, telles que je l'entends en tant que marque communicante, ça fait office de fiche produit également. Et on va justement voir le contenu. Donc, on a différents niveaux de fiches produits papier. On va bien évidemment avoir aussi des fiches produits
web. Donc ça va être les produits eux-mêmes, ça peut être des articles connexes, ça peut être également alors, ce que j'appelle les pages services. Alors je reprends le terme de service parce que là il faut le différencier. On peut avoir des pages services sur des e-commerce, mais ce dont on parle cette semaine, c'est bien les fiches produits. C'est pour ça. Donc tous les articles, les produits qu'il y a sur une boutique vont intégrer justement ce type de choses-là. Vous allez pouvoir avoir également, et ça on y pense peu, mais on va pouvoir faire des redondances. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller, c'est pas de répéter tout le temps les informations, mais par exemple sur des témoignages clients qui pourraient faire l'objet d'articles, enfin en tout cas qui ont une page dédiée sur les références, par exemple. La référence client va vous permettre de présenter vos produits. Donc, si je prends mon exemple, mes produits, ce sont donc mes services. Je vais créer des supports papier pour reprendre le thème auprès de pour mes clients. Et je vais avoir la présentation, donc par exemple sur les plaquettes. Je vais également mettre, alors pour le coup, là on est vraiment dans le New Turning Content, hein. Je vais faire des articles sur comment choisir sa plaquette, quel format pour sa plaquette, etc. Là on est vraiment dans un cocon sémantique vis-à-vis de ce thème-là de plaquettes. Et j'ai effectivement dans la gestion des projets sur mon site web, la présentation des projets que je mets. Donc on va avoir la description, voilà, des fiches produits, des créations de supports que je vais faire pour mes clients. Donc on a différents niveaux de lecture qui vont être importants, et là l'idée c'est vraiment de poser les choses par rapport à ce qu'attendent, puisque c'est toujours comme ça qu'il faut le faire, à ce qu'attendent vos clients potentiels, pour demander à vos clients acquis justement de vous donner la ressource pour pouvoir écrire tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les indispensables d'une page produit? Je ne vais pas parler des pages connexes, je pourrais en reparler un tout petit peu plus tard, mais simplement sur ces fameuses pages produits, qu'est-ce qu'il faut mettre? Pour moi, déjà, il faut respecter la règle du 60-40. Alors, pour le coup, ou 50-50 même. 50-50, 50% d'images, 50% de texte. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Les gens ne lisent pas ou lisent ce qu'on appelle en travers. Par conséquent, le seul moyen de pouvoir être impactant et objectif par rapport au discours que l'on peut avoir, ça va être de le mettre en image. Donc, au maximum et au plus que vous pourrez, illustrer vos propos parce qu'une image vaut 1000 mots. Je veux dire, l'adage, il est pas faux, il est on ne peut plus actuel aujourd'hui. Utiliser des images pour faire passer justement les différentes informations sur le fonctionnement d'un produit, par exemple, plutôt que d'écrire plein de lignes pour expliquer comment, je sais pas, une imprimante fonctionne. Je parle d'imprimante, elle me fait suer la mienne. Et j'ai plein de soucis avec. Donc du coup, on va avoir un schéma sur le fonctionnement, ce sera beaucoup plus parlant que un discours et où il faut lire. Encore mieux quand on est sur des choses comme ça qui sont relativement techniques, les vidéos peuvent être encore plus probantes par rapport à la description, enfin, par rapport au produit. Donc, vous voyez, il faut arriver à faire déjà ce ratio. Alors, bon, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Il y en a, c'est quand même le rédactionnel est quand même important. Mais voilà, on a un ratio 60-40 facile par rapport aux images. Alors ça peut être 70-30, mais vraiment moins, c'est pas possible. Il faut vraiment garder cet aspect visuel parce que les gens ne prennent plus le temps de lire aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de très très important. Alors quand je parle de visuel, c'est pas uniquement des photos. Ça peut être des infographies qui vont résumer justement le texte que vous y mettez à côté. Ça va pouvoir être des éléments, comme je le disais, de présentation sur une technicité, sur une technologie, pourquoi pas. Mais le visuel va toujours être beaucoup plus probant que le rédactionnel puisque les gens ne lisent plus. Maintenant, oui, il faut quand même du rédactionnel. Un, parce qu'ils lisent en diagonale, mais ils lisent quand même. Et deux, pour les robots, bien évidemment, et votre référencement, c'est quelque chose d'indispensable. Donc après, on va justement voir, alors que ce soit en texte ou en format visuel, c'est vous qui choisirez ce que vous déciderez justement de présenter. Mais ce qu'il faut, c'est mettre donc le descriptif de votre produit. À quoi il sert, dans quelle mesure il intervient. Alors forcément, je vous parle des exemples qui pour moi résonnent, puisque
moi je vends mes produits, plutôt mes services sur Internet, donc je vais expliquer les intérêts d'avoir une plaquette. Je vais garder ce fil conducteur-là, à moins que vous ayez des exemples à me proposer, et puis je pourrais les prendre justement pour argumenter et étayer justement mon discours. Donc n'hésitez pas à me faire vos propositions de produits pour que je puisse vous donner ces exemples-là. Coucou Sylvain, ravi de voir que je suis plus toute seule. Donc on va avoir ce fameux descriptif. Le plus simple, c'est le QQO-QCP. Et le QQO-QCP, c'est. On rajoute une petite lettre. Donc c'est quoi, pour qui, où, quand, comment, pourquoi. Et le dernier C, c'est le combien. Parce que à partir du moment où il y a un produit, on s'attend quand même à avoir l'affichage du prix. Les gens, des fois, ne lisent même pas le contenu tant qu'il n'y a pas de prix. Ne pas afficher son prix, ça peut être vraiment dérangeant. Parce que les gens, s'ils ne voient pas de prix, ils n'ont pas confiance, ils ont trop peur qu'on les entourloupe. Et ils ne vont même pas aller lire le détail, puisqu'ils vont d'abord chercher le prix avant d'aller lire. Alors après, certaines fois, le non-affichage de prix se justifie, mais dans ces cas-là, on fait demander votre devis. Parce qu'on va expliquer qu'un tarif n'est pas unique. Par exemple, moi, par rapport à mes prestations, le devis ne sera pas unique. Chaque plaquette a une tarification différente. Chaque nombre de tentatives et de présentations va impliquer un montant supérieur. Tout se calcule à partir de l'expertise, du temps qu'on y passe, du nombre de propositions qu'on va faire. Donc, à moins d'avoir une boutique avec des produits physiques qu'on va envoyer ou qu'on vend dans notre boutique, je veux dire, on n'est pas obligé d'être sur du e-commerce, ça peut être aussi un commerce physique, vous allez avoir ce côté impératif d'afficher votre prix pour pouvoir convaincre d'aller plus loin. Voilà, l'objectif du prix, c'est surtout que la personne s'attarde et prenne le temps véritablement de lire le contenu de votre produit. Et donc, dans la page, une fois qu'on a fait cette brève description, on va passer justement à mettre en avant, et là, quand je dis mettre en avant, ça va être vraiment visuellement les identifier. Je vous montrerai jeudi certaines fois, alors je l'ai fait en version papier, je pourrais vous montrer des fiches que j'ai mises, que j'ai créées aussi, mais dont je n'ai pas les impressions, mais j'ai les versions PDF, je vais vous les montrer aussi, où on va visuellement identifier justement les choses. Et puis, là, branding oblige, je mets ma super casquette, on va toujours garder le même schéma dans la présentation de ces produits, parce que les gens, une fois qu'ils ont compris comment vous fonctionnez, je ne sais pas, vous mettez avantages, les avantages à gauche, vous allez mettre les témoignages à droite. Si le lendemain vous mettez un visuel, les témoignages en bas à droite, le descriptif en haut à gauche, alors que les gens ont pris l'habitude d'un sens de lecture par rapport à votre entreprise, vous risquez là encore de perdre en crédibilité et de perdre des ventes. Donc, important, quand on met en place, et c'est là tout l'art de la communication graphique, c'est ce que sur lequel j'insiste, et la stratégie graphique est indispensable également, toujours garder la même façon d'écrire, la même façon de présenter les choses, ça facilite la lecture, ça facilite l'engagement de ces communautés et de ces clients, puis ça facilite aussi les gens pour acheter. Si le bouton acheter, vous le mettez un coup à droite, un coup en haut, un coup en bas, les gens ne savent plus où il faut cliquer et ils s'en vont. Là aussi, on a une notion de crédibilité, d'engagement, de qualité auprès du professionnel qu'il faut garder. Pour ça, je vous dis, la com, c'est pas toujours aussi fantasque et joyeux que c'est aussi très carré, très cadré, et sortir du cadre peut créer vraiment des soucis au niveau des entreprises, en tout cas par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose de très très important. Une fois que vous êtes satisfait de votre navigation dans votre fiche produit, vous n'en changez plus et vous déclinez tous les produits de cette même manière. Bon, après, je pourrais revenir sur les couleurs, mais justement, je vous expliquerai tout ça jeudi avec la démonstration des fiches produits que j'ai pu créer depuis bientôt 20 ans. Donc, on va mettre les avantages. Autre information, donc on l'a vu, je l'ai brièvement dit, mais celui-ci, il doit vraiment avoir quelque chose d'extrêmement visuel et d'être vraiment bichonné dans vos fiches produits, que ce soit sur du papier ou sur du web. Ce sont les avis clients, les témoignages clients. C'est quelque chose qui est inéluctable.
souvent, enfin en tout cas 96% des acheteurs, que ce soit sur le web ou en physique, c'est la même chose. Alors en physique un peu moins, parce que quand on a une boutique, je sais pas moi, de lingerie ou d'objets divers ou de déco, on n'a pas les avis clients qui sont placardés. Par contre, on a les avis clients sur Google par exemple, mais ces avis clients-là, l'acte d'achat, 74% des gens, ou même non, c'est 84% des gens, n'achètent pas sans avis client positif. Donc le sans avis client, forcément, ça marche pas. Donc c'est justement là tout l'intérêt des stratégies sur les lancements de produits, sur les bêta-testeurs. Le fait de lancer un produit, de l'offrir à 2-3 personnes, de le mettre à prix cassé sur une offre de lancement, ça permet d'avoir des retours clients. Déjà, le contrat c'est ça, c'est je vous offre à prix cassé ou je vous offre tout court mon produit, mais en échange j'ai besoin d'un témoignage par rapport à ce que vous en aurez pensé. L'idée n'est pas de tricher et de faire des faux témoignages si la personne n'a pas trouvé ça bien. Voilà, on l'affichera pas, ça nous permettra de corriger, mais justement ça permet aussi d'éviter d'avoir des avis trop négatifs. Bref, c'est un autre débat. Mais l'idée c'est d'avoir ces fameux témoignages clients qu'on va pouvoir faire apparaître sur nos fiches produits. Et encore une fois, les fiches produits, j'entends bien autant les fiches papier que les fiches sur le web. Ça va être quelque chose, un élément qui va être convaincant, persuasif pour l'acte d'achat de ses clients. C'est simple, quand on n'a pas d'avis client, on perd vraiment en termes de volume de vente. Donc ça, c'est élémentaire. On va avoir aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, les caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques, on a souvent tendance à les sous-estimer. Alors qu'est-ce que j'appelle caractéristiques techniques? Ils peuvent être aussi larges et multiples que le sont l'existence de produits en ce bas monde. Je reprends une petite gorgée. Je vais essayer de prendre des exemples qui me viennent. Alors c'est un petit peu compliqué. Je vois qu'il n'y a que Sylvain. Si vous arrivez sur le live, n'hésitez pas également à faire un coucou pour que je sache qui est là pour pouvoir prendre mes exemples encore une fois. Parce que je vois qu'il y a du monde, mais j'ai qu'un seul commentaire. Par exemple, moi, si je vais reprendre mon idée de plaquette, donc l'imprimeur, sur sa fiche produit, sur les impressions, on va avoir une information sur la taille du colis qui va être pertinente. Sur le format, donc par exemple, une plaquette c'est A4, c'est 21-29-7. Le poids, on va avoir le poids à la livraison par rapport au nombre d'exemplaires. On va vraiment pousser tout ça. Je reprends encore une fois mes différentes expériences. Donc je pense à ma cliente Delphina qui a une petite boutique e-commerce sur des goodies. Franchement, allez-y, elle est géniale. Si vous êtes fan de séries télé, films, super-héros, elle est adorable et ses produits sont tip top. Pouvoir mettre que la figurine, elle mesure elle a telle mesure, donc hauteur, largeur, profondeur, ça va être quelque chose qui va permettre de rendre palpable l'information. Parce que même si on a tous, moi comme me dit mon chéri, je suis de Marseille, j'ai toujours tendance à l'exagération, soit dans l'agrandissement, soit dans le sous-dimensionnement des éléments. Mais mettre justement la taille du produit permet de se donner une idée. Parce que sur l'écran, ou même sur un format A4, c'est toujours réduit. Donc on a toujours le cerveau qui va faire son job, c'est-à-dire de remplir les cases vides. Et si on n'a pas ces informations-là par rapport aux dimensions, pour reprendre ce sujet-là, on ne sait pas du tout si, donc pour reprendre l'exemple de Delphina, si la figurine elle fait 4 cm ou si elle est bien plus grande que cela. Par exemple, moi je pensais au tout début quand on a travaillé ensemble, je pensais que les pops ça faisait 4 cm. Et en fait non, elles en font une vingtaine. Et puis elles sont relativement cubiques, donc ça prend quand même pas mal de place. Et ces informations-là, on les a pas forcément et on peut pas, comme je vous dis, soit on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est et du coup le sentiment de confiance se développe pas, soit le cerveau va faire le travail inverse, c'est-à-dire qu'il va se mettre en tête que ça ressemble à ça. C'est un petit peu ce qui arrive des fois, justement, quand il n'y a pas ce genre d'informations, où on pense que la poupée qu'on achète, c'est une grosse poupée, puis finalement on se retrouve avec une figurine qui est grande comme ça.
parce qu'on n'avait pas cette information-là. Donc le cerveau a imaginé que c'était une grande poupée, et au final, à la livraison, on est déçu parce qu'on a quelque chose de tout petit. Donc mettre les informations techniques, ça va être très important. Je repense à mon imprimante, par exemple, une information que je ne trouve jamais, mais que je trouverais super pertinent pour l'industrie de l'imprimerie, c'est de pouvoir donner approximativement, et on le dit, cela représente approximativement une centaine d'impressions. Le fait de pouvoir quantifier en nombre d'impressions la teneur en encre qu'il y a dans les cartouches me paraît quelque chose d'extrêmement important et qui pourtant manque chez beaucoup de fournisseurs. Parce que on se dit, enfin voilà, moi par exemple sur la dernière que j'ai achetée, je fais 4 impressions, j'ai plus d'encre. C'est juste horrible. Donc du coup, je passe mon fric à racheter des cartouches d'encre et c'est juste l'enfer. Donc avoir ce type de caractéristiques, va faire la différence par rapport à vos concurrents bien évidemment, mais va pouvoir mettre en confiance les utilisateurs que vous avez. Alors je vois que Sylvain a commenté, je vais aller lire son commentaire pour pas switcher sa question qui était peut-être en rapport avec ce que je disais. Alors, j'ai une question qui n'est pas à mon avis, et qui n'est à mon avis pas trop avec la thématique aujourd'hui. Pourquoi les pages de vente font toujours 3 kilomètres alors que la quasi-totalité des gens, dont je fais partie, ne lit jamais l'intégralité? Ce serait cool si on pouvait faire un live sur le thème. J'en ai déjà parlé. Tu as le live, si tu cherches, c'est plus facile de chercher sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Tu mets Misscom Landing Page. J'ai un live, on en a parlé l'année dernière. Le live est bien sur la chaîne YouTube et justement, tu verras que moi, je casse ça. Aujourd'hui, il faut plus faire. Alors, oui, dans l'absolu, un texte plus long va mieux convertir. Sauf que, et c'est là où tout le monde fait de l'amalgame, parce que l'amalgame c'est pas seulement ethnique, l'amalgame c'est le fait de mélanger un peu tout, les pages de vente, plus elles sont courtes, plus elles sont efficaces. Parce qu'on va vraiment à l'essentiel. Ce qui va être intéressant sur le travail de rédaction et de rédaction longue, ça va être tous les contenus qu'on va pouvoir venir y associer. Par exemple, moi j'ai fait plein d'articles, alors j'essaie de garder mon fil rouge de plaquettes. J'ai fait des articles sur quel format de plaquette choisir, sur quel intérêt, est-ce que la plaquette c'est toujours intéressant aujourd'hui. C'est ce contenu-là qui va, par sa longueur, permettre justement de nourrir. Et c'est ce côté de nurturing content qui va pousser les gens à aller acheter le produit. Alors j'ai fait le pendant entre les histoires de plaquettes et un produit technique, mais si je reprends l'exemple de Delphina, ou même toi Sylvain par rapport à ton business, si tu te mets à vendre des fauteuils roulants, tu vas peut-être justement faire des tests produits, un peu à la Top Gear, tu vois, sur les différents fauteuils roulants. Tu pourrais faire justement, alors au-delà du comparatif, tu vas pouvoir mettre toutes les caractéristiques techniques, c'est-à-dire tu vas faire des tests, les tests de vitesse, et chaque test va avoir son propre article, en gros. Alors, je te donne pas la page parce que je m'en souviens plus, mais par contre je t'écris le site. Voilà, c'était Goodies Pop. Donc j'étais en train de dire, que par rapport à tes fauteuils, tu vas pouvoir aller nourrir le contenu et donc tes articles qui seront plus. Oui, les articles justement, on en a ras-le-bol de ceux qui font 3 km de long pour au final te dire tu veux en savoir plus, tu t'inscris ou tu payes ou tu machin, ça c'est foutu. Par contre, un article, moi je le vois puisque c'est ce que moi je fais, un article qui va vraiment traiter un sujet de bout en bout, alors on va pouvoir le subdiviser si vraiment c'est trop long, au-delà de 1500 mots, c'est pas la peine, vaut mieux créer un deuxième article et se nourrir, et c'est beaucoup plus probant, mais c'est les articles et c'est tout le contenu associé à ton produit qui, lui, va être intéressant d'être travaillé et qui va permettre justement de nourrir la vente de ton produit, puisque on a toujours ce fameux call to action. Après, libre aux gens d'y aller ou pas, mais on peut dire à la fin, voilà, j'explique justement toutes les différences entre les différents formats de plaquettes, et à la fin, je dis vous avez un projet de plaquette, vous pouvez alors pour le coup, le call to action sera de me joindre plus directement, mais je pourrais très bien aller mettre
un lien vers une offre sur la création de plaquettes. Bon, moi, je le fais pas, puisque je suis vraiment dans le descriptif technique, enfin, dans le descriptif de ce que je fais. Euh, et je ne trouve pas ça probant, mais ça pourrait très bien se passer. Par exemple, justement, je reprends ton exemple à toi, encore une fois, si vous êtes sur ce direct, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos secteurs d'activité pour que je puisse vous personnaliser les exemples. Là, j'ai que Sylvain, donc du coup, je prends l'exemple de Sylvain. Tu vas justement faire un article sur comment choisir ses pansements. Sur quels critères choisir ses pansements? Enfin, tu as plein de types d'articles que tu pourrais faire sur le sujet. Et forcément, tu vas faire un lien vers la boutique qui vend tes différents pansements. Où tu vas pouvoir justement comment choisir ces pansements. Tu vas faire des liens vers les pages produits de ton pansement. Mais ton pansement, tu vas pas aller lui mettre une page produit de 4 km de long, ce serait complètement débile et non efficace. C'est pas pertinent. Encore une fois, il faut vraiment penser à cette fameuse pertinence. C'est quelque chose d'essentiel. Si sur la page produit, ce qu'on attend, c'est 1, le prix, 2, les utilisations, 3, la matière, 4, la longévité, mettons, par rapport à un pansement. C'est-à-dire qu'il va tenir 8 heures, j'en sais rien. On va aller sur des trucs factuels dont la personne, et c'est des éléments que recherche la personne pour pouvoir se décider si elle achète ou pas. Au-delà du prix, on l'a vu, aujourd'hui le prix, c'est vraiment le premier point que la personne va regarder et qui va être décisif. C'est pour ça que je disais, avoir une boutique où il n'y a pas les prix, ça devient compliqué pour pouvoir faire une bonne page produit. Mais effectivement, et les pages de vente, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on vous parle de landing page. À la base, la landing page, c'est la page d'atterrissage où on doit pouvoir acheter le produit. Donc en fait, le blabla qui est censé être long, c'est celui qu'on a eu en amont. La landing page, normalement, elle doit pas distraire. Il n'y a pas les menus, il n'y a pas les identifiants. À la limite, il y a juste un petit logo pour rappeler qu'on est au bon endroit et ça doit pouvoir vous permettre d'acheter le produit. Donc j'ai envie de te dire que justement, par rapport même à un produit sur une e-boutique, si ton contenu il est vraiment simple et enfin il est vraiment justement bien construit, la page du produit en lui-même qui va reprendre, donc, comme je le disais, les caractéristiques techniques, les avantages et les témoignages, on va effectivement pouvoir juste mettre le bouton ajouter au panier ou acheter directement, ce qui va permettre d'aller à l'essentiel. La personne, elle a cliqué sur le bouton acheter. Elle n'a pas envie de se retaper 3 km de long à lire pour avoir un putain de bouton acheter. Si elle a déjà cliqué sur acheter, c'est qu'elle est déjà convaincue qu'elle va le faire. Donc il faut lui donner le bouton acheter direct. Donc moi, voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec ces pratiques de copywriting qu'on peut voir, puisque on doit vraiment aller à l'essentiel. Je vous montrerai pourquoi pas demain, enfin jeudi, je verrai parce que sinon j'aurai trop de choses à vous montrer. Mais justement, mes pages de vente à moi, elles sont extrêmement didactiques et extrêmement spécifiques. On veut une information, on l'a, on la veut pas, on squeeze. Point barre. Mais là, on a un peu dévié du sujet puisqu'on parlait des pages de vente. Moi, je parle vraiment des pages produits. Donc, ce qu'il faut faire, noter une présentation globale, générale du produit, donner quand même les avantages. Et qu'est-ce que c'est que les avantages? C'est simplement les éléments qui répondent aux attentes des utilisateurs et des futurs clients qu'on aura identifiés. Je vous renvoie sur le live d'hier que vous aurez en lien dans la description de la vidéo. On va avoir les témoignages quand même, c'est souvent bien. Alors, il faut pas non plus les mettre. C'est pour ça que moi j'aime bien ce qu'on appelle les sliders. Je crée des sliders de témoignages parce qu'au moins ça alourdit pas la page dans le sens où elle est pas plus grande. Rajouter des témoignages à l'appel, c'est pas la peine. Et puis garder les 4 derniers témoignages. Au-delà de 4, ça sert à rien, les gens n'iront pas lire. Ils en lisent 2, 3. S'il y en a plus, vous pouvez rediriger vers une page témoignage où là vous les aurez tous. Mais sur la page du produit, il faut se limiter au dernier et au meilleur. On aura donc les fameuses caractéristiques techniques. Et là où je veux en venir, et ça c'est le dernier point, même si je sais que le négatif, le cerveau ne l'entend pas, je vais quand même le faire. Arrêtez de mettre des choses inutiles sur vos pages. C'est au-delà de la page produit, mais voilà, le fameux, donc je vais rejoindre Sylvain, sur ce que tu dis. Arrêtez de mettre, ceci n'est pas pour vous, si. Euh, euh, ce produit ne s'adresse pas à. Le cerveau n'entend pas la négation. Et puis alors le pire, c'est que
les copywriters, eux, l'écrivent toujours en dernier. Sauf que le cerveau, ça c'est du neuromarketing, des neurosciences, le cerveau enregistre le début et la fin. Le milieu, il oublie. Ou alors, c'est souvent en V, c'est-à-dire qu'il prend la première information, il prend l'information du milieu et il prend la dernière. Si vous mettez en dernier sur vos pages de vente, mon produit ne convient pas, sur toutes ses formes, bien évidemment, c'est pas uniquement ce terme-là, tout ce qui va être à base de négation pour réfuter justement l'auditoire, mais tout le monde peut s'identifier à une de ces cases-là. Donc ça veut dire que vous êtes en train de casser tout votre truc. On met juste s'adresse à, si vous le voulez. Bonjour Franck. Vous pouvez mettre ceci s'adresse à, là il n'y a pas de souci, ça vous pouvez le mettre. Oui, parce que justement les gens vont pouvoir se reconnaître dedans. Le problème de mettre ça ne s'adresse pas à, forcément on n'a pas une seule façon de penser, on a pléthore de façons de penser, on est tous uniques, on a tous des manières de fonctionner différentes, on a tous des angles de vue différents, donc finalement dans votre liste ça ne convient pas à, peut-être que dans ma liste ça convient, je vais avoir 2 idées, et dans ma liste ça ne convient pas à, je vais me reconnaître dans un des points qui va être donné dans ne convient pas à, et comme en fin de compte le cerveau ne va garder que le début et la fin, je considère que ça ne me convient pas, donc je me casse. Voilà, donc ça, il faut arrêter, stop, ça suffit, on ne fait plus. On n'écrit pas, c'est du blabla pour rien, ça n'apporte absolument rien, à part du texte en trop, et qui donne pas envie de lire, parce que si finalement ne convient pas à, je l'ai vu, il y a certaines personnes qui le mettent carrément au milieu, mais du moment qu'il y a quelque chose de négatif dans une page, que ce soit un produit ou pas, donc là j'élargis un peu plus, du moment qu'il y a du négatif, les gens ne se rappellent que de ça. Donc justement, voilà, le truc négatif, arrêtez d'écrire ne convient pas à, parce que tout le monde va s'identifier à ça, et vous allez vraiment minimiser votre impact, et donc vos ventes. Voilà, c'était vraiment le dernier point sur ce sujet. Donc pour avoir une page produit qui va être impactante, on va aller vers l'efficacité. La page produit est celle, alors ça dépend. Quand je parle du papier, comme je vous montrerai jeudi, le papier, lui, va venir convaincre. C'est une page de présentation, c'est pas une page de vente, d'accord? Par rapport à cette page produit. Sur le web, la page produit, elle, invite à vendre. Donc, il faut absolument qu'on fasse les choses différemment. Donc, soit on met justement ces quelques éléments différemment les uns des autres, soit on crée des pages à propos du produit où on va venir poser tous ces éléments et dans sa boutique, le produit concret qui est associé avec le bouton j'achète, celui-ci, on va juste mettre les caractéristiques, donc choix des quantités, choix de la couleur, le prix et le bouton acheter, et on va aller voir caractéristiques où on va créer un bouton qui va amener vers la page d'un produit. Comme je vous dis, la communication, c'est pas que de la créativité, c'est pas que du fun, il y a aussi beaucoup de choses à faire, et c'est beaucoup plus probant d'avoir une page très simple. Je vous invite d'ailleurs, pourquoi pas, à le voir, c'est ce que j'ai fait parfaitement, connexion synaptique qui vient d'arriver. Une de mes clientes, Noël Cassan, dont le site est noelcassan.com, qui vend des formations en EFT. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il y a une boutique pour que les gens puissent acheter ces formations, mais les formations en tant que telles sont décrites dans la partie formation. Donc le produit n'est pas associé à la descriptif du produit. Tout simplement, le produit dans la boutique est juste là pour obtenir le bouton acheter, point barre. Pour aller dans, et donc qui résume le lieu, par exemple, le lieu, les dates et le prix, et le bouton acheter. Et après, pour aller dans le détail, on arrive sur une autre page. Et là, effectivement, ce sera probant. Parce qu'on va prendre le temps d'expliquer les choses de manière complète. Et c'est là où finalement la fameuse page de vente longue, elle va pouvoir intervenir. Parce que, voilà, le descriptif d'une formation, ça donne les objectifs, ça donne le programme, ça donne les retours. Déjà, le programme, si ça fait 5 jours, c'est quand même relativement long. Donc, là, on peut avoir effectivement une page qui va être plus longue. Mais pour le reste, non. Et sur les pages produits, vraiment, comme je pense à Delphina, donc de Goodies Pop, là, on va pouvoir mettre du descriptif sur, justement, le produit lui-même. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, avec les pop, pour reprendre son
son objet totem, et puis moi du coup je suis aussi tombée fan de ces petites figurines-là. Pour reprendre les pop, on va pas aller inventer la poudre. Vous voulez mettre quoi en descriptif produit à part justement sa matière, sa taille, ça sert à rien de faire du blabla pour faire du blabla. Après, on va construire autre chose. Par exemple, elle pourrait, Delphina, si tu m'entends d'ailleurs, je crois que t'es pas là aujourd'hui, euh, elle va pouvoir faire, je sais pas moi, un concours sur la présentation des pop, comment les clients peuvent les mettre en scène. Et donc là, elle va faire un article sur les mises en scène des pop des clients. Là, ça a un côté fun, ça a un côté attrayant, et on va pouvoir écrire sur le contenu. Mais sur la page produit en tant que telle, pas intéressant. Franck, donc que doit-on mettre pour spécifier ceux à qui le produit n'est pas conseillé? Alors, attention, entre conseil et convenir, il y a deux choses différentes. Un exemple, par rapport à des produits physiques, euh, ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Ça, c'est des obligations légales et indispensables pour garder sa sécurité. Parce que si c'est pas mentionné que c'est pas fait pour des enfants de moins de 6 ans, ou de moins de 10 ans, ou de moins de 3 ans, on peut se retourner contre vous. Mais hormis ça, on ne va jamais dire à qui ça ne convient pas. On va convaincre ceux à qui ça convient. Et il y a même certains veulent écrire conviendra à telle et telle personne, mais ça ferme tellement. Il y a eu bientôt, un peu moins maintenant, mais il y a eu quasiment 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Personne, et tout le monde est différent. Donc on n'a pas les mêmes filtres, on n'a pas les mêmes niveaux de compréhension. Moi je vais comprendre un truc, mon voisin va comprendre quelque chose de complètement différent. Donc en fin de compte, si on ne met jamais à qui ça ne convient pas. Ça c'est clair, net, rédhibitoire, interdit, on ne met pas de négatif. Le ça ne convient pas si, on oublie. Et toute autre forme synonyme. On peut mettre convient à si on a justement une liste de problématiques. Mais encore là, vous vous fermez. Moi, je pourrais mettre, voilà, j'ai une offre qui s'appelle Start Me Up qui permet d'avoir tous les outils de com de base pour les indépendants et les entrepreneurs. Mais finalement, je vais pas le fermer. Je pourrais mettre, ce que j'ai mis, je n'ai pas mis convient à, j'ai dit juste que cette offre s'adresse aux créateurs d'entreprises qui sont lancés ou en phase de lettres justificatifs demandés de leur ça s'appelle le P0, donc c'est le document officiel de lancement avec la date de lancement. Si ça a moins de 6 mois, je prends pas. Mais voilà, finalement la condition, elle est pas, je ne dis pas ça convient à ou ça ne convient pas à. La condition, elle est expliquée textuellement dans la page. C'est cette offre est pour les entrepreneurs qui ont moins de 6 mois de lancement. Point. Et donc je ne fais pas mention, je ne titre pas ce truc convient à. Ou cette offre convient à, ou cette offre ne convient pas. Il faut le tourner différemment. Et de toute façon, dans son contenu, en fait, voilà, à qui ça s'adresse, c'est compris dans le descriptif. C'est pas quelque chose qu'on met à part. On va vraiment l'intégrer dans son texte de manière fluide pour que les gens ne sont pas cons. Il n'y a pas besoin de leur dire si t'es ça, ça convient, si t'es ça, ça convient, si t'es ça, ça convient pas. Non. On va le mettre de manière fluide dans le descriptif du produit ou du service. Et puis, ceux à qui ça parle pas, ils viendront pas de toute façon. Ils n'ont pas besoin de vous leur dire. On n'a pas besoin qu'on nous dise que ça nous va pas pour juger que ça nous va pas. Faut laisser le libre arbitre aux gens, tout simplement. Donc voilà. Donc, je récapitule. Alors, je vais attendre 2 secondes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Donc, les indispensables. On met le descriptif produit. On garde la fameuse méthode du QQOQCP, le quintilien, enfin QQOQCP-C, on rajoute le Q à la fin, le quintilien. On va bien appuyer sur les avantages. Alors ce que j'appelle avantages, pour rappel, c'est soit de réels avantages du produit, je sais pas moi, comme pour la lessive, c'est plus doux, c'est plus neuf, c'est lavé avec Myrlène. Mais on va surtout aller répondre aux besoins et à la problématique du client qu'on vise. Ensuite, on aura effectivement
les témoignages qui vont être très importants et les caractéristiques techniques. Alors, en sachant que caractéristiques techniques, on n'est pas obligé d'avoir des produits scientifiques pour développer des caractéristiques techniques. Si c'est des produits physiques, ça peut être les dimensions, ça peut être le poids. Pour moi, comme je disais, par rapport aux plaquettes, ça pourrait être le poids des plaquettes, les dimensions des plaquettes, format ouvert, format fermé. Caractéristiques techniques, par exemple, pour les identités visuelles que je fais. Ah, le volume est très bas. J'ai quelques soucis. Je vais aller voir dans mes réglages. Non, volume d'entrée. Pourtant, je suis à fond. Je suis à fond. Et là aussi. Je peux pas faire mieux, malheureusement. Je suis désolée. J'espère que tout le monde n'a pas été impacté de ça. Mais tu es le premier à le dire aujourd'hui. Enfin, à le dire, et puis on arrive sur la fin du live, puisque là je faisais simplement le récap, donc on n'oublie pas les avantages, les témoignages, les caractéristiques techniques, pas forcément dans cet ordre-là, puisqu'il faut toujours finir par une note positive, il vaut mieux mettre les témoignages à la fin, et surtout, on évite le négatif, on n'en parle pas, on ne dit pas, ça ne vous convient pas, si, ça, on oublie, c'est fini. Voilà! Je vous souhaite un très bon appétit. Si vous avez des questions, bien sûr, notez-les en commentaire. Je pourrai y revenir en vous répondant directement ou en créant de nouveaux lives sur le sujet, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Je vous rappelle la question de la semaine. Est-ce que les produits, justement, vous vous attardez dessus et vous en prenez soin ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire également. Et si vous souhaitez me soutenir et savoir quand il y a de nouvelles vidéos, je vous invite à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez pour recevoir les petites notifications. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à jeudi pour le Chronocom. Ciao ciao!